Bienvenue à ce nouveau numéro des 100 détours qui reçoit pour vous M. Joseph Goudé Kaembe, président du conseil d'administration de la Lisadel et initiateur du trophée MT Kassalou. M. Goudé, bonjour. Bonjour. Vous êtes d'entrée des jeux connu par votre franc-parler. Vous êtes un activiste des droits de l'homme depuis des dizaines d'années. Est-ce que l'actualité qui se passe actuellement au pays vous dit quelque chose en rapport avec les tensions qui sont montées entre la RDC et le Rwanda? La situation qui traverse la RDC est prévisible. Et comme vous le savez, c'est un complot international. Et ce complot n'a pas commencé aujourd'hui. C'est depuis la conférence de Berlin que tout a été planifié pour qu'on arrive à ce stade-là. Vous vous rappelez qu'à la conférence de Berlin, lorsqu'il fallait partager l'Afrique, et chaque État devrait être colonisé par un État. Et pour ce qui concerne le Congo a été confié à un type qu'on appelait roi en Belgique. Et ce roi a géré ce pays comme une affaire. Donc, dans la conception de l'Occident, le Congo n'a jamais été un pays. Le Congo, c'est une affaire, un bien commun. C'est un patrimoine commun de l'humanité, où chacun peut venir faire ses affaires au Congo. Raison pour laquelle, toutefois qu'il y a des nationalistes qui pensent réclamer que le Congo soit considéré comme une nation, soit on les tue, soit on connaît ce qu'on connaît. Donc c'est un complot international. Et dans ce complot, il y a eu des processus. La première chose, l'Occident a commencé à administrer le vaccin congolais pour que tous les Congolais soient plus rattachés aux biens matériels, rattachés aux fesses de femmes, que pouvoir travailler. Et quand vous allez considérer que nous sommes catalogués, et cela, c'est la suite d'un vaccin administré depuis longtemps. Vous allez dire que la génération actuelle, elle est différente de la génération passée. Ce n'est pas vrai, parce que vous savez que ce qui s'est passé dans ce pays en 60, jamais vu au monde un gouvernement avec le président de la République se réunissent pour prendre le chef du gouvernement, les confier aux étrangers pour les tuer. Ce qui s'est passé au Congo avec la génération des Kassavou et les autres. Donc, c'est pour montrer que le cerveau des Congolais a été détruit déjà depuis longtemps. Et ça continue, le processus a continué. Et arrivé en 60, le Congo, on les confie à un type, après la mort de Lumumba, on les confie à un type qu'on appelait M. Mobutu, dont l'origine n'est pas très connue. Bon, personne ne peut me dire qui était le père de Mobutu et la mère de Mobutu aujourd'hui. Personne ne peut nous le dire. Bon, ça c'est du passé. Je vous en prie, ce n'est pas du passé. Oui. Je vous établis, parce que si vous ne connaissez pas l'histoire, vous ne saurez pas définir ce qui se passe actuellement. Donc, la situation évolue négativement jusqu'au moment où on va nous donner Kabila, qui va amplifier la situation, qui va permettre à ce que le pays soit infiltré au niveau le plus élevé, qui va permettre que les étrangers s'occupent de ce pays, au niveau de l'armée, au niveau des services de sécurité. Donc ça, c'est provoqué, préparé par l'homme blanc. L'homme blanc nous a poussés à pouvoir avoir dans ce pays. Je parle de l'Occident. Quand je parle de l'homme blanc, c'est comme tous les hommes. Je parle de l'Occident, qui nous a poussé, qui a poussé les Congolais à pouvoir négocier avec le M23. Déjà, en 99, je crois 99, avec l'arrivée de Kabila le père. En 97, l'entrée de l'AFDEL. L'AFDEL, tout ça, ça a été planifié pour que le Congo soit faibli totalement, pour qu'on arrive à ce stade. Moi, je ne sais pas. Ce qui arrive aujourd'hui, c'était prévisible. Deuxième chose, l'Occident a commencé à détruire l'éducation. Parce que si vous voulez détruire une nation, il faut commencer par détruire la tête, les cerveaux. L'éducation a été détruite avec la complicité de la Banque mondiale, FMI, en 1984, où le système éducatif congolais a été entamé. Lorsque le budget de loi alloué à l'éducation, qui était de 33%, a été réduit à 1%. Donc cela a persisté pendant plusieurs années et naturellement, le niveau intellectuel et les hommes qui ont été formés ne sont pas capables aujourd'hui de réfléchir correctement pour défendre la nation. C'est le problème que nous traversons. Et pouvez-vous imaginer un général né de père, de mère congolais, puisse trahir le Congo. Nous allons en parler. Tout ça, ça montre qu'effectivement, que la destruction du Congo, donc la situation que nous traversons a été planifiée depuis des années pour arriver à ce stade. Vous avez fait bien de retracer cet historique. Oui. Il se dégage malheureusement qu'au jour d'aujourd'hui, quelques localités
de notre pays, notamment à l'est de la RDC, je vais parler ici du Nord Kivu, sont déjà récupérés ou bien occupés par les rebelles du M23 avec le soutien majeur, ce n'est plus un secret de Polichinelle, le Rwanda. Est-ce que nous pouvons dire que nous dirigeons lentement et sûrement vers la balkanisation tant chantée depuis longtemps? Je crois que la balkanisation doit se faire avec la volonté de la population. Ce qui est malheureux dans tout ça. Oui. Aucune disposition n'a été prise, que ce soit au niveau des autorités, que ce soit au niveau de la population, pour qu'on n'en arrive pas là. Tu as vu la résistance des Ukrainiens devant la plus grande puissance mondiale. Cette résistance, c'est l'éducation civique. Cette résistance, c'est la formation préalable. Donc les gens ont été préparés à pouvoir protéger le pays. Éducation civique. Deuxièmement, la population ukrainienne, c'est une population militarisée. C'est que l'État ukrainien a pris des précautions pour que tous les jeunes soient enrôlés dans l'armée. On ne peut pas continuer à gérer une grande nation comme le Congo sans que les jeunes soient enrôlés dans l'armée. Il faut que d'autres populations soient enrôlées dans l'armée. On ne peut pas s'affronter à une population armée. Je crois que ce qui nous arrive, on ne peut pas le protéger, on ne peut pas nous protéger avec centaines de militaires que nous avons. S'il faut lever l'option militaire actuellement, est-ce que, sincèrement, avec l'expérience que nous avons, nous pouvons faire face au Rwanda du point de vue des militaires? Je crois que c'est le problème de détermination. L'armée est infiltrée. Le grand problème que nous avons, c'est l'infiltration de notre armée. Et l'incapacité de nos officiers à pouvoir résister devant la corruption. C'est le grand problème, c'est le fléau. Mais pourquoi ne pas dénoncer ces gens qui sont infiltrés à partir du moment où ils sont connus? Pourquoi ne pas les... Est-ce que tu as déjà vu dans quel pays du monde où on juge les traîtres? Les traîtres, on ne les juge pas, on les tue. Pour persuader aux autres traîtres de ne pas agir. Si vous continuez à pouvoir arrêter les traîtres et continuer à les garder avec leur téléphone, continuer à opérer en étant en prison, je pense qu'on ne peut pas arriver. Peut-être le contexte sécuritaire dans notre pays est totalement différent d'ailleurs. Je pense que vous faites bien de faire allusion à l'Ukraine qui a un énorme soutien derrière ce pays-là. C'est ce qui n'est pas pratiquement le cas avec la RDC. Je vous rappelle qu'il y a un dialogue intercongolais qui a été sous l'initiative de l'Union africaine, qui a été sollicité, qui va se tenir à Nairobi du 4 de ce mois au 13. Est-ce que l'idée d'un nouveau dialogue, le porte-parole du gouvernement a réagi en disant qu'on est en train de nous pousser pour dialoguer avec les rebelles? On l'a, semble-t-il, ce sont les Occidentaux qui sont disposés à pouvoir pousser encore le gouvernement congolais à dialoguer avec les M23. Est-ce que nous n'allons pas encore vers une case du départ avec cette logique des Occidentaux qui semble encore... Je crois que notre salut, le salut de la RDC, viendrait de l'Afrique. Il faut que tous les pays africains coalisent pour soutenir le Congo. Notre salut viendrait de la Chine, parce que la Chine n'est pas dans la logique de l'Occident. Notre salut viendrait de la Russie, parce que la Russie n'est pas dans cette logique de l'Occident. Si nous continuons à ne pas bénéficier du soutien et de la Chine, et de la Russie, et de l'Afrique, l'Afrique va disparaître. Donc c'est ça le conseil que vous donnez aux autorités que vous... Je crois qu'à ce stade, regardez la caméra. À ce stade, il n'est pas nécessaire de tergiverser. Comme nous n'avons pas préparé notre population à la résistance, comme nous n'avons pas préparé notre population à la résistance, c'est-à-dire que rendre des services militaires obligatoires pour toute notre population, on ne l'a pas fait. Comme nous n'avons pas des alliés, parce qu'aujourd'hui c'est clair que c'est l'Occident qui a monté sa stratégie depuis des années pour aujourd'hui nous mettre devant une situation très compliquée où ils savent pertinemment bien que nous ont poussé à introduire les infiltrés dans le rang de notre armée, dans nos services de sécurité et que nous ne pouvons pas nous en sortir et que nous impose la guerre. Et cette guerre, si nous y allons à la manière dont nous y prenons, je crois qu'on aura trop peu de chances de la gagner. Mais néanmoins, nous pouvons gagner avec la détermination des nationaux qui doivent prendre des précautions pour ne pas être infiltrés. Parce qu'on est infiltré, parce que la guerre, c'est l'information. Au moment où vous planifiez pour aller à gauche, si vous avez un infiltré qui donne déjà votre position, vous ne pouvez pas avancer. Mais il y a aussi un problème que les gens ne savent pas soulever, c'est que
En 2019, une étude militaire avait démontré que pour bien gérer les frontières de la RDC, il va falloir avoir au moins 300 000 hommes. Actuellement, il se peut qu'on n'a même pas 100 000 hommes, sauf erreur de ma part, il se peut qu'on n'a même pas 300 000 hommes pour assurer la sécurité de nos frontières. On ne peut pas d'abord enrôler les jeunes dans l'armée pour pouvoir essayer de pallier à tout ce problème-là. L'enrôlement des jeunes dans l'armée, l'enrôlement des jeunes dans les services de sécurité, l'enrôlement des jeunes dans la police, ça devait être une priorité de priorité. Ça devait être une priorité de priorité. Parce qu'en fait, ce sont les jeunes qui ne sont pas encore corrompus, qui sont capables et déterminés à pouvoir défendre le pays. Et si on continue à compter sur les gens corrompus, si une armée qui a une armée mutinée, je pense que nous aurons des difficultés à pouvoir nous en sortir. Mais néanmoins, ce qui est vrai, c'est que le chef d'État et la population doivent savoir que nous ne devons pas accepter de négocier. Parce que si nous négocions, nous aurons détruit encore le Congo deux fois. Parce que négocier, c'est demander au Rwanda, cette fois-là, de venir s'installer au Congo. Ça, c'est une bêtise que nous aurons commise. Donc vous êtes contre toute négociation? Je suis opposé aux négociations. Ce n'est pas maintenant. Et si c'est par là que la solution doit venir chez Il n'y a pas de solution avec les négociations. Par contre, la situation va s'empirer. Parce que Kabila a négocié. Il nous a introduit. Et les gens étaient à Sun City. Ils ont négocié avec les fameux M23. Aujourd'hui, nous sommes à quel niveau? Ils ont opté, ce sont les mêmes occidentaux qui ont poussé les Congolais aux négociations. Nous sommes à quel niveau aujourd'hui? Et maintenant que vous vous opposez pratiquement à toute forme de négociation voulue non seulement par l'Union africaine, l'Union européenne et les États-Unis, l'option militaire, vous parlez de l'armée qui est totalement infiltrée. Où est-ce que nous pouvons trouver maintenant une issue pour vivre pratiquement la paix dans notre pays? Puisque la négociation, selon l'expérience, il se peut que le dialogue est une voie que beaucoup de gens ont empruntée pour, n'est-ce pas, arriver à la paix. Le dialogue est nécessaire si on ne connaît pas l'aboutissement. Si ce dialogue est franc et sincère. Oui. Les Congolais ont dialogué. Après Sun City, d'ailleurs, il y a eu Sun City, il y a eu des dialogues. Ce dialogue nous a amenés aujourd'hui au résultat que nous avons. Une armée infiltrée, administration infiltrée, les services de sécurité infiltrés. Et aujourd'hui, nous ne savons pas qui est le Congolais et qui ne l'est pas. Vous savez, quand nous parlons, nous tenons ces propos, il y a les gens qui considèrent que nous sommes des fascistes. Mais les gens devaient savoir qu'un Congolais qui devient américain, il défend l'Amérique. Un Congolais qui devient américain, il travaille pour les comptes de l'Amérique. Un Congolais qui devient français, il travaille pour la France. Mais malheureusement, nos compatriotes rwandais, quand ils sont chez nous, ils travaillent pour le Rwanda. Ils travaillent pour les comptes de Rwanda. Ils sont manipulés par le Rwanda. C'est le malheur que nous avons. Ces sujets, je parle ça avec... je ne suis pas à l'aise parce que généralement, je ne veux pas entrer dans ces détails, mais néanmoins, c'est qu'en tant que patriote, je considère que le comportement de nos voisins c'est un comportement inacceptable. Parce qu'ils ont, en même temps, ils sont congolais, en même temps, ils sont rwandais. Ils privilégient plus le Rwanda que le Congo. Et la démarche de l'Occident, c'est de voir le Congo disparaître. Je vous l'ai dit au départ, que la démarche de l'Occident, c'est de voir le Congo être un pays, pas un pays, mais une nation où tout le monde vient faire ce qu'il veut. Tout le monde peut devenir congolais. Tout le monde peut devenir congolais quand il veut, tout le monde peut devenir président de la République dans ce pays, et il n'y a personne qui peut les empêcher. Même le blanc peut devenir le président, peut devenir les sénateurs, et ainsi de suite au Congo. En fait, nous avons la difficulté que nous avons au Congo, c'est de pouvoir trouver les gens qui défendent l'intérêt du Congo. Et fort malheureusement également qu'aujourd'hui, nos compatriotes congolais qui sont, il reste les politiciens, qui sont des politiciens, qui sont dans l'armée, les Congolais de père et de mère, trahissent le Congo. Nous sommes en difficulté, et le président effectivement doit avoir une grande difficulté pour pouvoir définir la qualité des personnes sur qui peuvent se poser pour pouvoir mener une guerre contre les adversaires. Monsieur Godé Joseph, avec la montée des tensions actuellement entre le Rwanda et Kinshasa, nous avons eu la première conséquence, c'est l'expulsion de l'ambassadeur de Kigali
qui est rentré chez lui il y a pratiquement 24 heures. Vous auriez été président de la République. Quelle serait la deuxième étape après celle de l'expulsion de l'ambassadeur? Si moi j'étais le président de la République, Oui. les premiers jours que je suis entré au pouvoir, je devais préparer la guerre. Le premier jour, en recrutant, en faisant de tous les Congolais, les militaires, tous les jeunes. Vous n'aurez pas un pays avec tout le monde, S'il te plaît, s'il vous plaît. j'allais enrôler tous les jeunes dans l'armée, dans les services de sécurité et dans la police. Tous les jeunes Congolais. De telle sorte que ces gens-là se protègent. Vous pensez qu'aujourd'hui, si les gens de l'Est, des coins de Rutshuru, tout ça, étaient enrôlés dans l'armée et chacun possédait l'arme, vous pensez que le Rwandais allait oser entrer au Rwanda? Là, vous voulez dire que Tshisekedi a failli pour n'avoir pas enrôlé massivement les jeunes dans l'armée? Je crois que le contexte peut-être ne lui a pas permis, mais néanmoins, c'est le conseil de ceux qui pensaient faire ce qui sont arrivés. Ça veut dire quoi? Lorsque Étienne Félix il mène sa campagne, dans la campagne, il promet à notre peuple qu'il va rendre l'armée, le service militaire obligatoire à tous les jeunes. Je suis convaincu que parmi les conseillers qui l'entourent, ils ont épousé l'idée des Occidentaux. Parce que généralement, quand vous avez des relations avec les Occidentaux, il faut vous dire, non, ce pays-là, les gens ne sont pas éduqués, si vous allez armer les gens, et finalement, ils vont pouvoir, ils vont se situer comme aux États-Unis. Et quand vous êtes conseiller du président, vous venez lui parler, ça c'est comme si ça vient de vous-même. Or, c'est l'idée qui vient de l'extérieur. Le président trouve que c'est logique, mais en réalité, c'est un piège. Parce qu'il savait, tout le monde savait que si les Congolais, tous, sont enrôlés dans l'armée, il n'y aura pas lieu de faire ce qu'ils veulent faire au Congo. À vous entendre parler, je reviens un peu plus tôt dans ce que vous avez dit. Il se peut que, selon ce que vous avez dit, l'Occident ne semble pas écouter la voix du Congolais. Mais comment on peut écouter la voix du Congolais à partir du moment où vous avez une guerre, vous êtes agressé par l'ennemi? À l'Est, les gens sont en train de mourir. À Kinshasa, c'est tout le monde qui est en fait. Cette attitude-là qui ne semble pas ressembler à celle qui se passe actuellement en Ukraine, comment les gens peuvent vous prendre vous au sérieux à partir du moment où, dans un même pays, il y a des coins où les gens meurent, dans un même pays, il y a des coins où les gens sont en train de... J'ai répondu à cette préoccupation. J'ai dit que nous avons été travailler avec le vaccin. Les Congolais ont été travailler avec le vaccin. Le comportement que vous déplorez là, c'était un comportement identique à tous les Congolais. Nous avons reçu, tu vois les Indiens aux États-Unis, lorsque les Anglais ont découvert l'Amérique est occupée par les Indiens, 40 millions d'Indiens, mais qui étaient assis sur les mines d'or, comme nous, qui avaient des caches-sexes et des flèches. Les Anglais ont décidé de les tuer pour occuper l'Amérique. Ils ont fait la guerre pendant 5 ans. Et les restes d'Indiens qui sont dans les forêts, les Anglais ont créé le virus qu'ils ont aspergé dans la forêt. Les gens ont commencé à mourir. Vous voulez parler d'un vaccin? S'il te plaît, ils ont commencé à mourir. Oui. Ils ont créé le vaccin pour pouvoir mettre fin à cette mort. Ils ont créé le vaccin pour mettre fin à la maladie. Mais le vaccin avait une molécule qui devait se positionner au niveau du cerveau pour donner à tous les Indiens le même comportement. Quand vous êtes aux États-Unis, les Indiens sont caractérisés par la brutalité intensive, la sexualité intensive et l'ivrognerie. Quand vous êtes aux États-Unis. Donc, c'est fait par le vaccin. Donc, les gens sont distraits. Moi, j'en ai parlé dans une grande conférence organisée par UNICEF, où j'ai demandé au directeur chargé de vaccin au Congo, pourquoi le vaccin? Est-ce que vous connaissez le rôle de chaque molécule qui est dans le vaccin? Aujourd'hui, nous avons le même comportement. Il suffit d'avoir de l'argent. Le premier réflexe, avoir beaucoup de maisons. Deuxième réflexe, avoir beaucoup de femmes. Est-ce qu'on peut se développer avec les femmes? Est-ce qu'on peut se développer avec des maisons? Donc, on a presque le même réflexe. Donc, ça, c'est le vaccin. Ça, c'est le vaccin. Le vaccin a fait qu'aujourd'hui, les Congolais ne puissent pas réfléchir au-delà et faire des réflexions en profondeur pour tirer des conseils, pour tirer des leçons. Ça fait qu'aujourd'hui, nous sommes en difficulté de pouvoir faire face à la poussée internationale. Et en même temps, je vous ai dit qu'on a tous les systèmes éducatifs depuis 1994. Depuis 1984, le système éducatif a été détruit, entamé. Et l'objectif était de nous affaiblir pour être incapables de nous assumer.
Donc c'est ça l'objectif. Aujourd'hui, à ce stade, nous sommes à zéro. Nous sommes à zéro. Et quand les gens se font amis des ennemis du Congo pour se faire de l'argent, vous comprenez qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Quand les gens sont en train de fêter, les autres en train de mourir, les autres fêtent, il y a un problème. Voilà pourquoi l'Occident n'est pas confiance. Oui. J'enrichis. Notre ami qui était au potentiel, s'appelle comment encore ancien DG de la FNC. Freddy, oui. Freddy, il a eu l'inspiration, il a compris qu'il y aura la balkanisation du Congo. Et la première personne qui a parlé de la balkanisation du Congo, c'est Freddy. Et qui a défendu ça à travers le monde. Freddy est allé à l'université de Kinshasa. Il a présenté cette situation. Tout le monde a applaudi. À la fin de la conférence, tout le monde s'est occupé de ses affaires. C'est là où j'ai compris que la destruction est allée très loin. L'inconscience collective. Voilà pourquoi la communauté internationale ne semble pas nous prendre au sérieux. C'est par rapport à cette attitude qui ne cadre pas avec la situation que nous traversons. Pendant que nous sommes en train de parler, peut-être que les rebelles vont encore avancer, puisque pas plus tard, il y a 48 heures, on parlait de 70 km qui séparaient les rebelles et la ville de Goma. Peut-être qu'ils sont déjà à 40 ou 30 km. On peut se réveiller au lendemain, on apprend qu'ils sont déjà à Kinshasa. Donc notre appareil sécuritaire est totalement défaillant. C'est ce que vous êtes en train de dire implicitement. Oui. Alors, l'unique option, sinon la dernière, le verrou qui doit être levé pour qu'une solution, une paix durable... Il faut une mobilisation générale. Qui doit donner Il faut une mobilisation générale. C'est vous les acteurs de la société civile ou bien les politiques? Les politiques doivent mobiliser la population. Le politique doit armer la population. Ce n'est que ça qui peut freiner l'élan. Si le politique n'agit pas de cette manière-là, on va... Mais actuellement, les politiques semblent tourner vers les élections. Quoique la guerre est en train de menacer le pays. Mais ils sont distraits. Ils sont distraits. Les gens sont distraits. S'ils continuent avec cette distraction, ils vont regretter. Parce qu'ils doivent savoir que nous sommes en face de nous, tout l'Occident qui est contre nous. Malgré les cris qu'ils sont malgré tout ce que nous avons, tout ce que le président a présenté aux Nations Unies, en principe, il devait se gêner. En principe, il devait se gêner. Il devait demander au Rwanda de pouvoir reculer. Donc pour vous, actuellement, on ne doit plus penser aux élections, être concentré Ce n'est pas le moment des élections. Maintenant, il faut penser à sauver le pays. Il y a le pays, la maison prend feu, vous pensez des élections, quelle élection? Donc il faut écarter l'option des élections. Il faut oublier cette histoire des élections, se concentrer sur la guerre. Même si c'est constitutionnel. Quelle constitution? Parce que si le pays est occupé, on va mettre fin à la constitution. Comment vous réfléchissez en termes de constitution actuellement? Moi, je ne comprends pas. Les élections vont régler quel problème? Un pays en guerre. Ça va régler quel problème? Il faut d'abord s'occuper du pays. Le pays est en danger. Quand le pays est en danger, on s'occupe d'abord du pays. L'histoire des élections, c'est pour faire l'alternance. L'alternance, on le fait pendant la période de paix. On ne peut pas le faire l'alternance pendant la guerre. Tu as vu aux États-Unis d'Amérique, lorsque Bush a provoqué le dossier avec Irak plutôt, les Américains ont dit, comme toi tu as commencé la guerre, tu dois avoir un deuxième mandat pour que tu termines cette guerre. Nous, on n'entre pas dedans. On lui a donné le deuxième mandat. Bush ne pouvait pas être conduit, il veut être reconduit. On l'a reconduit parce qu'il a provoqué la guerre qui doit finir. Aujourd'hui, nous sommes en guerre, vous parlez des élections. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Vous avez parlé des traîtres qui sont actuellement dans l'armée. Nous sommes en train d'aller vers la fin de l'émission. Vos collègues de la société civile Nord Kivu ont cité nommément le nom de John Numbi, qui serait en train d'accompagner actuellement les rebelles dans la cité des militaires. Un officier qui connaît très bien les services de renseignement dans notre pays. Qu'est-ce que ça peut vous faire en tant que Congolais d'apprendre quelqu'un qui a servi le pays et à qui le pays a tout donné, actuellement qui semble se transformer en ennemi pour... sinon, livrer tous les secrets militaires à nos ennemis. John Numbi, c'est un militaire? Je crois que vous le connaissez mieux que nous. John Numbi, c'était un civil. C'était un civil en tenue militaire. Il a été formé à quelle académie? Il a été formé à quelle académie? Pourquoi vous avez peur d'un type qui n'a jamais été militaire, mais qui a été fabriqué, qui a porté des habits militaires? Moi, si vous croyez à John Numbi, moi je regrette. C'est un bandit, des grands chemins. John Numbi, c'est celui qui a tué les Castagnons au Katanga. C'est à cause de ça, à cause de son courage, qu'il a été recruté par Kabila le père.
pour lui donner les tenues des généraux. Il a été formé dans quelle académie? Il avait Pourquoi tué, selon vous croyez en quelle qualité? Il a tué des Kassaïens en quelle qualité? À l'époque, avec Ngouz, vous vous rappelez quand on avait tué, avec le massacre des Kassaïs au Katanga, c'est John Nubi qui était à la tête. Un civil à la tête. Finalement, avec notre pays, nous allons où? Hein? Changeons de régime, la sécurité, ça bat toujours de l'aile. Avec Mobutu, les gens ont semblé, vous qui avez longtemps évolué à l'époque de Mobutu, vous avez dit que la sécurité, notre armée a été plus ou moins forte. Kabila est venu, vous parlez des éléments des AFDEL qui nous ont infiltrés. Tshisekedi vient au pouvoir, finalement, les gens sont toujours insatisfaits. Qu'est-ce que vous voulez concrètement pour que la paix soit imposée à tous nos compatriotes qui vivent actuellement à l'est du pays? Nous, le Congo avait une armée la plus solide. Du temps en Afrique. L'Afrique, le Congo a fait beaucoup de choses en Afrique. Nous avons une forte armée. Parce qu'en fait, c'était une armée généralement constituée des équatoriaux, les gens de l'Équateur qui étaient nombreux dans cette armée. Mobutu était très malin. Mobutu n'a pas permis à ce que n'importe qui entre dans l'armée. L'armée était constituée de Congolais. La raison pour laquelle on ne s'est moqué pas des Congolais. La DSP, c'est une armée forte. Et quand on les envoie dans les expéditions, ils avaient des résultats. Ils ont défait Kabila, ils ont défait au Tchad. Notre armée a défait Kadhafi au Tchad. C'était une armée forte. Et Kadhafi avait besoin d'une armée comme la nôtre. Aujourd'hui, dans cette armée, on a introduit n'importe qui. Dans le service de sécurité, on a introduit n'importe qui. C'est le grand problème. Cette histoire des négociations au niveau des sites qui nous a amené à ce niveau-là. Les nouvelles négociations sont en vue. L'Union européenne, l'Union africaine vous pousse encore. C'est un complot. Les Noirs sont complexés. Les Noirs, nous sommes complexés. L'Union européenne, c'est qui? La communauté internationale, c'est qui? Qu'est-ce que vous pensez de la communauté nationale? Communauté nationale. Ce sont les décideurs, vous le connaissez mieux. Ça veut dire quoi, les décideurs? Les dirigeants, les grands dirigeants de ce monde. Vous savez, dans ce pays-ci, on a vu Ado Aelo, qui se disait communauté internationale, mais inconnu en Belgique. Inconnu en Belgique. Un Ado Aelo, qui était très puissant ici. Vous, c'est le complexe des Noirs. Le complexe. Nous devons le mettre en tête que quand on parle de la communauté, c'est une affaire. Parce que même quand on parle de l'Union européenne, ceux qui sont à l'Union européenne, ils ne représentent rien dans leur pays. Ils représentent dans leur pays, mais ils décident de l'avenir du monde. Mais c'est un problème. Donc, vous devez savoir que les gens là ont comploté contre le Congo. Ils ont décidé de la disparition du Congo. Et aujourd'hui, ils sont à la fin de leur démarche. Mais si nous avons compris que ça peut détruire notre avenir, nous bloquons. Il nous appartient d'arrêter le processus. Nous tendons lentement et sûrement vers la fin de notre émission. Oui. Nous avons suivi les répliques de la République du Rwanda. Le gouvernement rwandais ne semble pas reconnaître son soutien, comme cela est affirmé par le gouvernement congolais, qu'il soutiendrait le M23. Il lance plutôt tout ce qui est comme responsabilité dans les camps des Congolais en disant que c'est le Congo qui est en train de vouloir, avec les FDLR, vouloir déstabiliser le Rwanda. Finalement, nous sommes en train de tourner en rond. Tout ce que le gouvernement congolais dit, le Rwanda rejette. Après tout, on ne peut pas épouser l'idée qu'avait proposée en son temps Vital Kamerhe de pouvoir dialoguer, que ce soit avec l'Ouganda, que ce soit avec... dialoguer avec eux pour avoir quels résultats? Dialoguer avec le Rwanda. Vital Kamerhe, s'il te plaît. Cela a été démontré sur le terrain, oui. Vital Kamerhe a poussé Kabila à négocier avec M23. Nous sommes où? Il a poussé Kabila là, celui qui était la plaque tournante avec ces négociations. Nous avons quelle armée? Nous avons quel service de sécurité? Et aujourd'hui, il veut pousser Félix au dialogue pour avoir quels résultats? Mais le dialogue là n'existe pas pour le moment. Il faut réfléchir à long terme. Les rebelles sont en train de foncer. Il faut réfléchir à long terme. C'est quoi cette réflexion? Ces gens-là, s'il te plaît, vous pensez que le Rwandais là, vont quitter là-bas, venir jusqu'à Kinshasa ici, et puis la population va continuer à les regarder? Tu sais que les Russes, qui étaient très forts, les Russes ont pénétré l'Ukraine. Et tu sais combien les Russes sont morts? Et pourquoi ils ont reculé? Pourquoi ils ont reculé? Pourquoi vous avez peur de ça? Vous pensez que même notre armée qui est infiltrée là, il n'y a pas de troupes qui sont capables de bloquer le processus? Ne t'en fais pas. Ils ne vont pas aller plus loin. Donc ils vont faire pour rien.
ils n'ont pas autant de personnes qui peuvent envahir tous les Congos. Je sais qu'à un moment donné, on va les bloquer. Ne vous en faites pas. Le pays est en feu. Je crois qu'il est temps que l'opposition, comme la majorité, société civile, comme nous avons reçu M. Godé, Joseph Kayembe sur ces plateaux, tous, nous devons être main dans la main, nous soutenir pour parler le même langage, afin d'essayer de bouter l'ennemi dehors, comme cela se passe actuellement en Ukraine. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission, sauf si vous avez un tout dernier mot avant qu'on puisse clôturer. Les derniers mots, c'est l'appel que j'adresse aux autorités de ce pays. Nous ne devons pas hésiter en aucun instant à continuer à former la jeunesse. La situation que nous traversons avec le Rwanda, regardez la caméra, ne peut durer autant le temps. Mais ce qui est vrai, si nous allons nous préparer notre jeunesse à la résistance, le Rwanda n'obtiendra pas, même l'Occident n'obtiendra pas ce qu'il cherche au Congo. Il appartient aux autorités de pouvoir sensibiliser les jeunes, de pouvoir engager les jeunes dans l'armée et nombreux avec la détermination de la jeunesse. Nous espérons que cette étape, ça peut prendre une année, ça peut prendre 2 ans, mais ce qui est vrai, le Rwanda va payer. Donc il ne faut pas reculer. Aujourd'hui, aller aux négociations, c'est rendre encore notre situation beaucoup plus pire qu'avant. Nous devons prendre l'option militaire. Et cette option militaire, il faut continuer à préparer les jeunes, le vrai Congolais, dans toutes les provinces, préparer les jeunes à aller affronter les ennemis. Je suis convaincu que d'ici 6 mois, la situation va changer. La lutte contre la balkanisation doit être un combat de chaque Congolais consciencieux. Que chacun, dans ce qu'il fait, partout où il se trouve, doit s'approprier cette lutte. Ainsi prend fin ce magazine qui a reçu pour vous Joseph Godé Kayembe, président du conseil d'administration de la LISADEL, Ligue de la zone Afrique pour la défense des droits des enfants et des élèves. Merci beaucoup, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. À la prochaine.